Et bonjour à vous, bienvenue dans les Chroniques Ludiques. Aujourd'hui, on va faire la vidéo de présentation du mode solo de Sanctuary. Donc cette vidéo fait suite à une première qui expliquait les règles, une petite présentation générale du jeu et le matos que l'on peut trouver notamment dans l'édition Kickstarter. Donc je vais faire une présentation, mise en place, règles et puis début de partie, on verra jusqu'où nous mène le mode solo. Je vous avouerai qu'il est assez dur, j'ai jamais réussi à gagner pour l'instant contre l'IA. Alors pour commencer, première chose, on va devoir choisir donc un deck perso et un deck ennemi pour l'IA. Alors moi je vais rester dans la continuité de ma première vidéo, donc je vais utiliser l'écras perso et le Molran pour l'IA. La mise en place pour le joueur humain est quasi identique à une partie classique. Donc on prend notre champion, on se met de côté. Les sanctuaires, c'est là où vient la petite nuance. On n'aura pas cette fois-ci les 4 voix, mais seulement 3 en mode solo. Donc bon voilà, il faut faire un petit choix. J'hésite un petit peu sur quoi prendre ou pas. Bon, ça c'est un pouvoir très puissant. C'est sûrement mon pouvoir préféré de cette faction en mode 1 contre 1, mais je le trouve peut-être moins pertinent en mode solo. Donc je crois que je vais... ouais. Je vais mettre celle-ci de côté. Donc je garde ces 3 sanctuaires là. Alors voilà, on se les dispatche comme on veut. Personnellement, j'ai pris pour l'instant l'habitude de mettre plutôt un sanctuaire assez solide sur la colonne centrale. Vous allez voir pourquoi d'ici peu de temps. Alors je mets les petits tokens qui leur vont bien. Pour la structure, 4, 6 et 4. Et pour le déclin, 2, 2 et 3. Encore une fois, si vous n'avez pas l'édition Kickstarter, il n'y a pas de souci. Vous avez de quoi suivre les stats au dos des cartes. Dernière chose à faire, prendre notre deck de cartes et donc se faire un deck de 28 cartes. Donc normalement il n'y a pas de souci. Moi j'ai 3 cartes en plus, donc j'ai fait un petit choix et puis j'ai choisi d'enlever ces 3 là qui me semblent moins intéressantes, moins pertinentes contre l'IA. Voilà, on se garde le reste du deck, on se mélange un petit peu. Hop, avec les sleeves, c'est relativement facile. Et on se met ça de côté. Et voilà, la mise en place pour le joueur humain est terminée. Alors pour l'IA, il va y avoir 3 choses génériques, 3 types de cartes que l'on va trouver génériques. La première, ce sera notre antagoniste, notre Némésis, Veldris, le roi oublié. Donc on peut voir que c'est un nouveau type d'unité, c'est un corrupteur celui-ci. Donc ça fait partie des 2 conditions de victoire pour remporter la partie en solo. Battre le Némésis. Il va falloir le battre en plus plusieurs fois. Donc là on a ses stats, il a 2 d'attaque, 2 points de santé, donc pas trop violent. Et il a quelques attributs, il commence de suite avec l'attribut voile et d'autres attributs qui sont soumis à la présence de tokens sur sa carte. Donc je vais les prendre, hop, les mettre de suite dessus. Attendez, je vais mettre ça de côté. Allez, je lui mets de suite dessus les petits tokens. Voilà, ça c'est fait. Donc ce sont des attributs supplémentaires que possède notre ennemi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont servir aussi de point de vie. À chaque fois que l'on va le battre, donc c'est-à-dire lui faire au moins 2 dégâts, il va être retiré du champ de bataille et il va perdre en même temps un de ses petits tokens. Quand il reviendra en partie plus tard, il sera du coup légèrement affaibli. On pourra encore le rebattre une deuxième, une troisième fois. Et quand il aura plus de tokens, la prochaine fois qu'il se fera battre, il sera détruit pour de bon. Allez, là on le met de côté. Donc avec ces petits attributs bien visibles. Pour remporter la partie solo, la deuxième condition de victoire, c'est avoir détruit les 3 nodes du jeu. Alors qu'est-ce que sont les nodes ? Les nodes, donc moi j'ai une version Kickstarter, donc encore une fois j'ai une carte spéciale, mais en temps normal vous pouvez simplement mettre 3 cartes de votre deck de faction ennemi à l'envers pour représenter les nodes, il n'y a aucun souci, il n'y a pas de stats dessus. Donc voilà, un node ça va être par rapport à nos unités attaquantes, ça va être l'équivalent d'un sanctuaire. Donc nos unités attaquantes vont chercher à détruire les nodes. Les nodes n'ont pas de point de vie, donc la première attaque, quelle que soit sa force, va le détruire. Par contre, en termes de jeu, ils ne sont pas considérés comme des sanctuaires. Donc tout ce qui est rituel, effet de carte, tout ça qui vise des sanctuaires, je pense notamment à la race des Ganto,
qui joue beaucoup là-dessus. Donc tous ces effets-là n'ont pas d'action, ne font rien aux nodes en fait. Hein. Alors, chose intéressante, les nodes ne se placent pas comme on pourrait l'imaginer en haut comme un sanctuaire classique, mais ils vont se placer en fait dans la ligne de défense de l'IA. Pourquoi? Parce que l'IA en fait ne va jouer qu'avec une seule ligne. On va voir ça d'ici peu de temps. Je vous présente maintenant l'équivalent des champions de notre adversaire, que sont les constructs. Les constructs, c'est le dernier type d'unité. Donc, côté humain, on a des acolytes et notre champion. Et côté IA, on aura le corrupteur, ces 4 constructs qui sont là, et différents acolytes qui sont liés au deck de faction choisi. Alors là, il a 4 constructs, ils fonctionnent tous de la même façon, mais ils ont des stats différentes, avec également des points de vie. Les points de vie vont être représentés dans le jeu avec ces petits tokens. Donc ça sera un peu le même fonctionnement que pour le corrupteur, ça sera le nombre de fois où il faudra battre l'adversaire. Par exemple, ce premier adversaire, Igali, doit être battu 1 fois, 2 fois et 3 fois pour être détruit définitivement. Donc là, on a 4 construits donc qui fonctionnent de la même façon. Et ils ont tous l'attribut voile qui est bien casse-pied, puisque voilà, il les protège de tout effet et tout rituel. Donc on se prend ces 4 constructs, on se les mélange de côté pour l'instant. Et la dernière chose à prendre, c'est le deck, le focus, c'est le deck d'IA. Donc là, ce que l'on fait, déjà on peut faire un pré-filtre en enlevant à la fois le champion, les 4 sanctuaires, tous les rituels, et parmi les quelques acolytes qui restent, enfin tous les acolytes même, parmi les acolytes, on peut voir sur le livre de règles la liste des 16 unités, donc acolytes à garder. Donc ils sont tous là, ce sont les 8 acolytes en double exemplaire. Donc là, de la même façon, hein, on se les prend de côté, après les avoir mélangés, et on se fait une pioche à ce niveau-là. Comme ça, elle sera près de la ligne adverse. Donc ouais, je reviens dessus, du coup, l'IA ne va jouer que sur une seule ligne. Il va tirer des acolytes qui vont se mettre donc, sur cette ligne, et les unités seront à la fois considérées en attaque et en défense. Voilà, donc pour finir la mise en place de l'IA, on va tirer la première carte Construct. Donc là, ce sera Igali. Et on le place sur la voie centrale. On n'oublie pas de lui adjoindre ces 2 petits tokens de points de vie. Là, on a fini la mise en place classique. Alors, il y a une possibilité dans le jeu, alors si vous avez déjà réussi à battre le solo et si vous vous sentez un peu à l'aise, de monter un peu la difficulté. Là, c'est l'équivalent, d'après les règles, du mode facile. Bon, que je trouve pas encore facile, mais bon. Et si vous voulez un challenge un peu plus corsé, pour passer en mode normal, vous rajoutez justement un de ces petits tokens, hop, un de ces petits tokens de points de vie, que vous mettez sur le node central. Là, vous êtes considéré en mode difficile. Si vous rajoutez un token sur la totalité des 3 nodes, vous êtes considéré en mode difficile. Donc moi, pour le besoin de la vidéo, comme je vais avoir un gros suivi à faire pour pas me tromper et ajuster la caméra, on va jouer en mode facile. Voilà, la mise en place est terminée et on est prêt à jouer. Donc vous voyez, là même avec explication, ça prend quelques minutes. Une fois que l'on sait jouer, en 1 minute ou 2, c'est fait, c'est installé, c'est très rapide, c'est super. Alors, pour finir la mise en place, je prends 4 cartes pour le joueur humain, qu'on regardera tout à l'heure. Et on peut se lancer. Alors, dans une partie solo, c'est toujours l'IA qui commence. Et il va suivre 3 phases pendant son tour. Une phase de début de tour où il va tirer 2 acolytes qu'il va essayer de mettre sur sa ligne. Après, une phase d'attaque où toutes ces unités actives vont chercher à détruire mes sanctuaires. Et enfin, une phase de fin de tour où toutes ces unités qui auraient été éventuellement épuisées vont s'activer pour attaquer le prochain tour. Et ce sera ça tous les tours. Alors on commence. Première unité ennemie, le murmure des pics. Alors on va s'attarder, là c'est intéressant, on va s'attarder sur les effets. Je vais prendre la carte, voilà, qui nous montre tous les attributs du jeu. Lorsque l'on joue contre l'IA, tout ce qui est attribut lié à des effets, d'accord, tout ce qui est attribut lié à des effets n'est pas pris en compte. On ne prend que les 4 attributs supérieurs.
Donc l'effet constant, genèse et dernier mot, on ne les lit pas sur la carte. Donc là, en l'occurrence, on voyait qu'en genèse, il pouvait booster les unités sur les flancs, ben, ce ne sera pas le cas. Par contre, on va prendre l'équivalent de ce que j'appelle les attributs passifs, que sont zèle. Alors férocité, il est un peu à part, parce que férocité, il impose au joueur de placer sa carte sur sa ligne d'attaque. Or, forcément, le joueur IA va forcément mettre sa carte, son unité, sur la ligne d'attaque. Donc on n'en tient pas compte, puisque c'est fait automatiquement. Donc simplement, on garde le zèle pour permettre d'avoir une unité active dès qu'elle est mise en place, le voile qui protège encore une fois des rituels et effets de cartes, et la fatalité qui permet de détruire toute unité qui a été touchée par un de nos combattants. Donc on revient sur notre petit murmure d'épique. Donc lui, son pouvoir de genèse n'est pas pris en compte, on garde juste la carte pour ses stats, 2 d'attaque et 1 de santé. Et on la place en étant épuisé. Deuxième acolyte, ce sera le récupérateur furtif. Donc on ne prend pas en compte la partie genèse. Par contre, cette unité, cet acolyte, aura le voile et le zèle, donc qui rentre en étant actif. Voilà. Alors, de suite, on va résoudre la petite question qu'on peut se poser. Qu'est-ce qui se passe si jamais il y a un seul emplacement de libre? Dans ce cas-là, pas de souci. On va prendre le premier acolyte que l'on va placer normalement, et puis le deuxième ne sera pas tiré. Si jamais par contre il n'y a pas du tout d'emplacement libre, que les 3 sont pris, à ce moment-là le joueur va avoir une pénalité et va devoir prendre la première carte de sa pioche et la détruire face cachée. Voilà. Allez, donc nous, ce n'est pas le cas. Les 2 emplacements étaient libres forcément en début de partie. Et on est prêt à continuer. Une fois la phase de début de tour finie, suit la phase d'attaque. À ce moment-là, toutes les unités actives, donc là en l'occurrence ces deux-là, toutes les unités actives de l'IA vont m'attaquer. Alors, nous allons avoir son Igali qui me fait directement 2 dégâts sur mon premier sanctuaire. Et le récupérateur furtif qui m'en fait 3. Donc oui, ça peut aller très très vite. Il y a un peu d'aléatoire sur le tirage des cartes. Et oui, avoir un ennemi avec zèle et 3 d'attaque en début de partie, ça fait très mal. Il a terminé cette phase d'attaque. Dernière phase de l'IA, phase de fin de tour. Il active ses unités. Et voilà, vous avez vu comment fonctionne l'IA. Donc c'est pas plus compliqué que ça, si ce n'est la gestion du corrupteur qu'on verra un petit peu plus tard. Donc là, c'est à moi de jouer. Comme en tout début de tour, je vais tirer de l'essence. Par contre, lorsque l'on joue contre l'IA, et pour le tout premier tour, on tire 3 essences. Et après, ça sera 2 essences systématiquement tous les tours. Allez, on va regarder ensemble les cartes que l'on a. Ah, ça c'est une de mes préférées, notamment grâce aux ailes. Ça peut être intéressant pour résoudre l'attribut dernier mot. Détruire des acolytes. Et résolver aussi l'attribut dernier mot d'unité sur le champ de bataille. C'était intéressant, mais pour l'instant, j'ai aucune unité avec dernier mot. Alors, qu'est-ce que l'on va pouvoir faire? Déjà, important, on peut voir que le sanctuaire ici va sauter dès la prochaine attaque. Donc il faut absolument le protéger. Puisque comme dans une partie classique, le joueur humain perd lorsqu'il n'a plus de sanctuaire. Donc pour protéger ce sanctuaire, j'ai différentes solutions. Je pourrais par exemple utiliser mon gardien vorace, le mettre sur cette 3e voie et puis attaquer et détruire directement cette carte là. Mais dans ce cas là, ça me le ferait sacrifier en même temps, ce serait un peu dommage. Détruisez un de vos acolytes. Pour détruire un acolyte, qui est-ce qui tape le moins fort? Il tape de 2 chacun. Je vais pas m'embêter, je pense. Je vais pas m'embêter. Alors ce que je vais faire, cette unité a 2 d'attaque et 1 seul de santé. Donc mon acolyte gardien vorace peut sans problème détruire cette unité et survivre à l'attaque. Donc c'est ce que je vais faire, je vais placer cette première unité ici, active, pour une essence. Ensuite, je vais placer, je pense,
en défense mon apprenti du flot pour une essence. Et pour une autre essence, le précepteur de la furie de ce côté-là. Voilà, j'ai terminé mon tour. Il me reste qu'une carte en main qui est intéressante en plus. Enfin, mon tour, j'ai terminé ma phase d'invocation, pardon. Je vais passer maintenant à la phase d'attaque. Donc, phase d'attaque, allez, on va regarder ça ensemble. Donc, moi, j'ai une unité qui fait 2 d'attaque, il a un solde de santé, aucun souci, je le détruis. Lui, en contrepartie, me fait 2 d'attaque sur 3 de santé. Pas assez pour me détruire, donc je gagne le combat. Et cette carte-là va dans la défausse de l'IA. Alors, c'est là que va rentrer en jeu le twist du corrupteur, puisque dès que l'on va détruire une carte acolyte, attention, c'est bien une carte acolyte du joueur adverse, à ce moment-là, le corrupteur va rentrer en jeu. Comme il a encore son token d'attribut zèle, il arrive actif en plus. Donc j'ai terminé ma phase d'attaque, puisque j'avais une seule unité attaquante et une seule qui n'est pas épuisée de toute façon. Donc je passe en phase de fin de tour. Mes unités sont activées. Je commence le déclin de tous mes sanctuaires. Et à ce moment-là, je peux jouer les effets de fin de tour, mais je n'en ai pas d'actif pour l'instant. Je peux choisir de garder ma main ou pas. Là, en l'occurrence, je veux la garder. J'aime bien cette carte. Ça pourra peut-être mettre une grande utilité pour détruire rapidement une unité et viser un sanctuaire, un autre plutôt. Et je refais ma main à 4 cartes. C'est maintenant au tour de l'adversaire. Et là vient le problème assez récurrent contre l'IA, c'est qu'il n'y a plus d'emplacement dans la ligne ennemie pour faire apparaître des acolytes. Donc dans ce cas-là, malheureusement, je dois détruire la première carte de ma pioche sans la regarder. Ouais, ça fait mal, parce que ça peut être potentiellement une très bonne carte, mais bon. C'est comme ça. Donc l'IA passe dans sa phase d'attaque, et là on va faire ça de gauche à droite. Veldris va donc m'attaquer mes portes de la colonie et lui faire 2 dégâts. Igali, le veilleur, me fait 2 d'attaque sur mon précepteur de la furie, qui le tue. Mais en contrepartie, il blesse aussi Igali, qui perd un de ses tokens de points de vie. Donc mon unité est défaussée. S'en vient après l'attaque du récupérateur furtif avec ses 3 d'attaque. Il a assez pour me détruire mon unité. Mais je fais de même et celle-ci part dans la pioche. Voilà, fin de la phase d'attaque. L'IA a terminé. Bon, le terrain était un peu nettoyé, c'est pas trop mal. Et c'est de nouveau au joueur humain de jouer. Donc première chose, le joueur humain va recevoir ces 2 essences. Je regarde juste que j'ai pas fait une ânerie. Si bien sûr, j'ai oublié de payer une des essences tout à l'heure pour un de mes acolytes. Je vous remontre ça. Il y avait 3 acolytes, j'avais 3 essences, donc j'ai dû utiliser les 3. Allez, on revient en jeu. Donc, qu'est-ce que nous avons de beau? C'est plutôt intéressant. C'est plutôt très intéressant. Je crois que je vais mettre mon cavalier foudroyant, qui est une des cartes, je trouve, les plus intéressantes pour la faction des crasses. Elle ne coûte rien, elle est faible. Mais par contre, grâce à fatalité, elle va détruire n'importe quel adversaire. Et en plus, faire un dégât à un sanctuaire. Bon, ça n'a pas le cours contre l'IA, mais c'est une carte quand même très intéressante. Donc je la mets en défense, en espérant que les deux s'entretuent. Quand le corrupteur va m'attaquer, qu'il s'entretue, que ça me fasse de la place pour pouvoir attaquer son node grâce à mon gardien vorace le tour d'après. Donc nous avons aussi ici aucune unité avec zèle malheureusement. Piochez la première carte de votre défaut, ça peut être intéressant quand même. Mais ça, je ne vais pas détruire l'IA. L'adversaire, je ne vais pas le détruire avec ça malheureusement. Eh bien, ce n'est pas grave. Je vais quand même mettre cette unité pour 0 en défense sur cette voie. Et au cas où, je vais faire la même chose pour celui-ci. Donc tout ça ne m'aura coûté qu'une essence au final. C'est plutôt intéressant. Grâce à cette carte-là, je peux aussi résoudre l'attribut dernier mot d'une de mes unités.
je vais résoudre celui-ci d'attribut. Piochez la première carte de votre défausse, excepté bien sûr la progéniture de Phéius, ces cartes-là. Ma première carte de ma défausse, on revient dessus, c'était l'apprenti du flot, qui peut être pas mal. Ben écoutez, pour 1, je crois que je vais la mettre en attaque, pour une essence. Hop. Et en la plaçant, je peux résoudre encore une fois l'attribut dernier mot d'une unité sur le champ de bataille. Donc je vais récupérer mon précepteur de la furie, qui n'est pas une unité exceptionnelle, mais du coup, on se retrouve là avec une défausse qui est vide. Et ça me permet de pouvoir garder ma pioche un peu plus longtemps en jeu, puisque c'est une de mes conditions, pas des conditions de défaite, mais je vous rappelle que si jamais il n'y a plus de pioche, au début de votre tour, vous devez détruire un de vos sanctuaires. Donc moi, plus la pioche met du temps à s'écouler, mieux c'est pour moi. C'est une sorte de timer en fait, si vous voulez. Donc voilà, j'ai terminé mon tour. Tout est placé, tout le monde a attaqué. On passe donc... pardon, tout a été placé seulement. On passe donc, oui, à la phase d'attaque. À ce moment-là, mon gardien vorace va attaquer et se faire détruire par Veldris, le roi oublié. Puisque Veldris n'a que 2 points d'attaque, mais il a un attribut qui lui booste son attaque, justement. Il a un attribut qui lui booste l'attaque. Et ouais, et du coup ça fait un oubli de ma part, puisque avec 3 d'attaque, il a assez pour me détruire mon gardien vorace. Donc ce gardien vorace qui passe dans la défausse. C'est la seule unité que j'avais en attaque. Donc on peut passer en phase de fin de tour. Tout le monde est réactivé. Je fais le déclin pour mes sanctuaires. Donc à ce moment-là, 2 de mes sanctuaires activent leur capacité. Et on va voir ça ensemble. Donc grâce à la source du flot, je vais gagner une essence à la fin de chaque tour. Et grâce aux cavernes brûlantes, ma taille de maximum de main passe à 5. Hop, voilà. Donc là justement, on est au moment des effets de fin de tour. Donc je vais générer une essence. Je peux regarder ma main, voir si je les garde ou pas. Je crois que je vais garder tout le monde. Et refaire ma main, cette fois-ci non plus à 4, mais à 5, grâce à la capacité de mon sanctuaire. Et voilà, mon tour est terminé. On passe à l'IA. L'IA, cette fois-ci, a de quoi placer un acolyte. Ce sera de nouveau un récupérateur furtif. Donc on ne tient pas compte de l'effet de genèse. Mais celui-ci est mis actif grâce à son attribut de zèle. Et il va faire son attaque de gauche à droite. C'est parti. Donc Veldris, le roi oublié, va me tuer mon cavalier foudroyant. Oui, en plus, Veldris a fatalité. Donc quoi qu'il attaque, son unité adverse sera détruite. Mais mon cavalier foudroyant a la même chose. Donc en contrepartie, il va blesser le roi oublié. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Hop. Donc voilà la petite gymnastique à se souvenir lorsqu'on joue en solo. Donc dès qu'on détruit un acolyte, le corrupteur arrive sur le champ de bataille à la place de l'acolyte qui vient d'être détruit. Et dès que le corrupteur est blessé, à ce moment-là, il va perdre son premier token d'attribut qui va aller se mettre sur le node. Donc moi, j'ai cette carte qui représente le node. En plus, c'est sympa, il y a un petit emplacement pour montrer où on peut mettre l'attribut. Mais quoi qu'il en soit, tout ce qu'il faut se souvenir, c'est que maintenant, l'unité qui sera dans la voie de ce node-là aura cet attribut bonus. Donc là, en l'occurrence, +1 en attaque. Une fois qu'on lui a enlevé ce petit token, notre cher ami Veldris est mis de côté. Il y restera jusqu'à ce qu'un autre acolyte soit détruit. Et lorsqu'il part, il se passe 2 choses. Il va mettre d'abord un token de boost, comme celui-ci. Donc c'est +1 en attaque,
plus 1 en santé. Il va mettre ce token sur chacun des constructs en jeu. Et ça, c'est cumulatif, donc ça peut faire très mal. Deuxième chose, il va faire une invocation. Il va invoquer un autre de ses constructs à l'endroit où il se trouvait. Donc là, ce sera Balulan, le tracker hurlant. Et que Balulan arrive ici. Celui-ci, c'est le plus solide. Et c'est pas le plus puissant, mais c'est vraiment le plus solide des constructs. Il faut le battre 4 fois, donc il a tout loisir de voir ses compétences boostées grâce au corrupteur. Donc il est vraiment pénible à gérer. Voilà, donc là, le corrupteur a fait son tour. A fait son attaque et vous avez vu donc voilà toute la gymnastique qui est l'entrée et sortie du champ de bataille du corrupteur. Allez, on continue la phase d'attaque de l'IA. Cette fois-ci, c'est Igali qui va m'attaquer. Maintenant, il a son bonus. Hein. Maintenant, il a 3 d'attaque et 3 de santé. Avec 3 d'attaque et 3 de santé, il a largement de quoi me détruire mon protégé de Phéius. Mais là, cette fois-ci, je ne peux plus achever mon adversaire puisqu'il a 1 point de santé en plus. Par contre, je peux piocher la première carte de ma défausse. Enfin, c'est pas que je peux, c'est que je dois. Donc je récupère mon cavalier foudroyant, qui est une de mes cartes préférées. Donc ça tombe très bien. Et enfin, le récupérateur furtif va me détruire mon apprenti du flot. Mais l'apprenti du flot va détruire son récupérateur furtif qui part dans la défausse. Et encore une fois, attention à l'IA, à Veldris, puisqu'on vient de détruire un acolyte. Qu'est-ce qui se passe? Si le corrupteur n'est pas sur le champ de bataille, il revient. Et le voilà de nouveau prêt à se battre. Et je pense que j'ai un sanctuaire qui va avoir mal dans pas longtemps. Ok, l'IA a terminé. Fin de tour, il active ses unités et c'est au joueur de jouer. Première chose que l'on fait, on récupère ces 2 essences. Et on va voir ce que l'on peut faire. Par rapport aux effets de cartes, c'est intéressant. Il y a beaucoup de choses qui vont cibler des unités, des acolytes. Bon, je vous rappelle que sanctuaire, donc hein, les nodes ne sont pas considérés sanctuaires. Donc ça, on oublie de suite. Par contre, voilà, tout ce qui concerne acolytes, unités, il faut vraiment faire attention au jargon. Puisque là, nous avons un corrupteur, 2 constructs, mais aucun acolyte sur le champ de bataille. De plus, aussi bien le corrupteur que les constructs, grâce à la tribu voile, ne sont pas affectés par tous les effets rituels. Donc, en fait, en principe, voilà, la seule façon de détruire ces unités, c'est d'aller au contact, en fait. Hein, c'est grâce à des unités attaquantes. Alors, qu'est-ce qui serait judicieux? Alors là, c'est une carte très intéressante. Celle-ci, hop, tu reviens là. Alors, elle est chère. Elle est chère, elle me demande de détruire une unité, mais elle est très puissante. C'est peut-être, ouais, je crois que c'est la plus puissante, c'est plus puissant acolyte de cette faction-là, avec 4 et 4. Vraiment très balèze. Il y a peu de chances, il y a peu de choses qui passent à travers. Donc ce que je pourrais faire, je vais essayer de le mettre en défense, ici, pour 2 essences. Hop. Mais lorsque je fais ça, je dois détruire une unité, malheureusement. Je dois détruire une unité, je vais détruire l'apprenti du flot. Ensuite, je vais très certainement mettre mon cavalier foudroyant face à Veldris, qui ne me coûte rien. D'ailleurs, oui, j'ai oublié de payer les 2 essences tout à l'heure. Avec une essence, il me faudrait mettre une dernière unité en défense qui puisse encaisser au moins 2 voire 3. Celle-ci peut être intéressante. Ah, mais ça me demande de détruire une unité en la plaçant. Ça m'arrange pas par contre. Détruire une de mes unités. Et celui-ci, résolver l'attribut. Dernier mot d'une unité sur le champ de bataille. Je pense mettre celle-ci, parce que de toute façon, il faut bien que j'attaque. Hein. Enfin, que je me défende là pour le coup. Donc pour une essence, je mets ce dernier acolyte. Ouais, vous voyez par exemple, j'aurais pu résoudre l'attribut dernier mot d'une unité sur le champ de bataille, mais contre l'IA, il y a assez peu d'intérêt. Puisque là, ça me propose d'infliger un dégât à un sanctuaire, et il n'y a pas de sanctuaire adverse. Ok, moi, ma phase d'invocation est terminée, j'ai aucune unité en attaque. Phase de fin de tour, tout le monde est redressé.
je fais mon déclin, du coup qui m'active mon dernier sanctuaire. Le dernier sanctuaire décrasse. Donc maintenant, à la fin du tour, je vais pouvoir renvoyer la première carte acolyte de ma défausse dans ma main. Donc ça, c'est très intéressant puisque contre l'IA, puisque ça va me permettre donc de récupérer des cartes et de pouvoir jongler le timer en fait, survivre un petit peu plus longtemps. Donc là, c'est justement la phase de fin de tour. Je vais d'abord gagner une essence grâce au sanctuaire source du flot et grâce aux portes de la colonie, je peux récupérer la première carte acolyte. Alors c'est une possibilité, on n'est pas obligé. On va voir ça ensemble. Après, il n'est pas puissant. Il n'est pas puissant. Est-ce que j'ai un intérêt à le faire? Puisque le but du jeu, c'est de nettoyer quand même les unités adverses. Et là, c'est peut-être compliqué. Avec un seul point d'attaque. Vous savez quoi? Je ne vais pas l'utiliser. Je vais le laisser de côté. C'est une possibilité hein, pour le sanctuaire de faire cette action. Donc, je ne vais pas le faire. Voilà, et j'ai encore une fois oublié de payer ma carte, celle-ci, décidément. Donc je me retrouve sans aucune essence. Et mon tour est terminé. Je refais ma main à 5 cartes. Voilà, on passe à l'IA, qui une fois de plus ne peut pas mettre d'acolyte en jeu. Il me détruit donc la première carte de ma pioche. Phase d'attaque. Nous avons le fameux Balulan qui attaque mon précepteur de la furie. Donc là, en fait, ils vont simplement s'entretuer. Si ce n'est que mon unité est détruite, mais que Balulan ne perd juste qu'un token de point de vie. Maintenant, Igali, qui a 3 d'attaque et 3 de santé, va me blesser mon catalyseur d'éruption, mais grâce à ses stats de fou, va survivre à l'attaque, et en plus va réussir à le blesser et lui faire perdre un token de point de vie. Enfin, Veldris, le roi oublié, va de nouveau s'entretuer avec mon cavalier foudroyant, qui est vraiment une unité extraordinaire. Et du coup, ce petit token d'attribut, fatalité, va venir se placer sur le node. Veldris est mis de côté, et il est remplacé par un nouveau construct. Nous aurons maintenant Kortek, l'habitant de la nuit. Voilà, qui est aussi très fort. Lui, il n'a aucun point de vie, par contre, hein, dès qu'on le bat une première fois, il est détruit. Mais il a des stats assez exceptionnelles. Par contre, il arrive en jeu épuisé. Voilà. La phase d'attaque de l'IA est terminée. Fin de tour. Il redresse ses unités et c'est à nous de jouer. Alors, on prend nos 2 essences. Et voyons ce que l'on peut faire. Alors là, pour l'instant, j'arrive plus ou moins à survivre, mais ce serait bien d'attaquer, puisque à terme, je vais me faire avoir. Hein. Ma pioche va finir par s'épuiser, et je ne vais pas pouvoir résister longtemps. Donc il faut vraiment que j'arrive à mettre en parallèle des unités en attaque. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Là, nous avons en jeu 3 constructs. 3 constructs, et tous avec l'attribut voile. Donc c'est pas évident. Avec l'attribut voile, et celui-ci a en plus, grâce au node, l'attribut fatalité. Donc déjà il a des stats de fou, mais quoi qu'on mette en face, ce sera détruit. Et vu que mon sanctuaire n'a plus qu'un point de vie, je vous laisse imaginer la suite de l'histoire. Donc là j'ai rien de foufou. Je pourrais éventuellement piocher des cartes avec celui-ci. Ah, j'ai oublié une chose aussi. Lorsque Veldris est retiré du champ de bataille, ce que j'ai fait juste un peu auparavant, il booste les constructs. Il a donc boosté ces deux-là. Très intéressant et très important puisque maintenant Igali a 4 points d'attaque et 4 points de santé. Et du coup, il a de quoi passer au travers mon catalyseur d'éruption. Là, vous voyez, par exemple, c'est très sympa ce pouvoir dernier mot qui permet de faire 2 dégâts à une unité. Mais c'est un effet de carte et c'est pas utile contre des unités qui ont voile. En plus, ouais, je l'ai 2 fois, ça aurait été assez énorme, mais bon, c'est pas grave. Je vais quand même le mettre en défense, puisque de toute façon, il faut que j'évite de perdre
tous mes sanctuaires trop vite. Et je crois que je vais mettre aussi celle-ci en défense de l'autre côté. Je crois que je vais faire ça. Détruisez une de vos unités. Non, j'en ai pas envie. Ah, c'est vraiment un problème ça. En 3-3, je sais pas de quoi le détruire. Je sais pas de quoi le détruire. Là, je peux piocher d'autres acolytes. Alors, attendez. Je vais peut-être faire ça un peu différemment. Ouais. Je vais peut-être essayer autre chose. Je vais mettre en 0, une unité qui coûte 0 ici. Quand même pour éviter de me faire détruire le sanctuaire, même si cette unité saute, ce n'est pas très grave. Après, j'ai un petit doute. J'ai un petit doute parce que... Par contre, j'ai un attribut dernier mot qui est très intéressant. C'est celui de mon champion. Voilà, qui me permet de déployer un acolyte de ma main, donc gratuitement, sans le payer. Peut être très fort. Donc je crois que pour 2 essences, je vais faire venir le champion. Qui pourra de toute façon encaisser le coup, sans problème. Et maintenant, pour 0, je vais mettre celle-ci en attaque. Puisqu'il va falloir quand même que je me mette à attaquer. Voilà, j'ai terminé ma phase de déploiement. Phase d'attaque, je n'ai rien. Puisque une seule attaque et une seule unité dans ma ligne d'attaque, mais qui est épuisée. Je passe à ma phase de fin de tour. J'active tout le monde. Plus de déclin maintenant que les sanctuaires sont tous activés. Effet de fin de tour, je gagne une essence. Je peux récupérer le premier acolyte de ma défausse. Et vous savez quoi? Je crois que je l'ai récupéré. Allez. On regarde ça ensemble. On a 4 cartes. On peut choisir de défausser ou pas des cartes de sa main. Je crois que je ne vais pas garder celle-ci. Regardez. Allez, c'est une carte gratuite. Mais elle me demande de défausser, de détruire même un de mes acolytes. Donc là, c'est retiré du jeu complètement. Pour gagner une essence ou piocher jusqu'à 2 cartes, pour l'instant, non. J'ai besoin de mes acolytes aussi bien en attaque qu'en défense, donc je ne vais pas la garder. Du coup, ça va me permettre d'avoir 2 cartes supplémentaires lors de ma phase de pioche. Qui ne sont pas des cartes extra, mais bon. C'est la vie. Allez, on passe à l'IA, qui peut toujours pas mettre d'acolyte en jeu, et qui donc me détruit une carte de ma pioche. Il passe à sa phase d'attaque. Donc son Balulan qui va attaquer Fayus, il a 3 d'attaque maintenant. Il ne peut pas passer à travers les 5 de santé de Fayus. Mais Fayus, lui, il n'a pas du tout d'attaque. Il est tranquille pépère. Donc lui ne risque rien en contrepartie. Sur la voie centrale, Igali s'attaque à mon superbe catalyseur d'éruption. Et là, il s'entretue. Avec 4 d'attaque et 4 de santé chacun, il s'entretue. Mais Igali a rendu l'âme. Donc notre catalyseur a fait son job et l'a bien fait. Ok. Dernière ligne, dernière voie, Cortec avec 4-4 m'explose littéralement mon saboteur insensible et qui malheureusement en plus ne peut pas infliger ces 2 dégâts à une unité. La phase d'attaque de l'IA est terminée. Phase de fin de tour, il n'a rien à activer. Donc vient le tour du joueur humain. C'est à nous. Là, nous avons nous avons un node disponible. Voilà, la voie est libre. On peut rentrer sans problème. Mais malheureusement, j'ai aucune unité active et pas d'unité en main avec la capacité zèle. Donc, eh bien, c'est une occasion manquée, malheureusement. Par contre, déjà, première chose, nous allons mettre le cavalier foudroyant, cette superbe unité, pour détruire Cortec, qui est le construct le plus balèze de l'adversaire, Cortec, l'habitant de la nuit. Avec 4-4, il est incroyable, mais en plus, grâce à l'attribut fatalité, sur le node, ça en devient une machine de guerre incroyable. Mais il ne passera pas mon petit cavalier foudroyant, qui est une unité gratuite.
Et ça, c'est fort. Alors, qu'est-ce que l'on va pouvoir mettre en jeu? Piocher la carte de la défausse. Détruisez une de vos unités. Ça, c'est bien, mais je n'ai pas envie de détruire d'unité. Et voilà ce que je vais faire. Je vais mettre celle-ci pour 0. Ici, admettons. Et pour 1, je vais faire venir celle-ci. Ce sera déjà un bon tank en défense. Par contre, ça me demande de détruire une unité en arrivant sur le champ de bataille grâce à la tribu Genèse. Et je vais détruire la progéniture de Phéius. Lorsque je la détruis, je peux piocher la première carte de ma défausse, qui est un saboteur insensible. Alors, est-ce que je le fais? C'est une unité gratuite. Je vais pas le faire. Je vais prendre le risque de voir si j'ai pas des unités plus intéressantes dans le reste de ma pioche. Et ces unités-là, je les garde de côté pour l'instant. Là, ça me demande de détruire une autre unité. Je n'en ai pas envie. Et là, c'est pour attaquer des acolytes et il n'y en a pas en jeu. Donc ça, c'est laissé de côté. On passe à la phase d'attaque. Phase d'attaque, nous avons Balulan qui a maintenant 3 points d'attaque, 2 points de santé. Donc qui explose encore une fois mon saboteur insensible. Mais celui-ci, grâce à ses 2 d'attaque, arrive à blesser le Balulan. Lorsque mon saboteur est détruit, donc comme on l'a vu tout à l'heure, il peut infliger 2 dégâts à une unité, mais comme ils ont le voile, ça ne fonctionne pas. Ma phase d'attaque est terminée. Fin de tour, je redresse tout le monde. Je vais gagner une essence. J'ai évidemment oublié de payer mon hymne de Phéius. Ça, décidément, il faut vraiment que je fasse attention de le faire systématiquement. Et voilà la phase de fin de tour. Je vais garder mes cartes. Je vais la garder. J'espère un jour voir des acolytes. Je vais garder cette carte là qui pourra me sauver et je refais ma main à 5. Voilà qui est intéressant. Tour de l'IA, il peut placer une unité, un acolyte, donc super. Le chasseur moqueur, par contre, c'est un acolyte avec fatalité. Ça, c'est moins intéressant déjà. Ok. Ok. Donc fin de tour de l'IA, il active... D'abord, avant le fin de tour, oui, il va peut-être attaquer. Il va attaquer avec 3 d'attaque et 2 de défense. Il ne peut toujours pas passer mon Phéius. Là, il n'y a pas d'attaque. Et ici, ils s'entretuent tout simplement. Puisqu'ils ont tous les deux l'attribut fatalité. Donc ils s'entretuent. Et le construct, n'ayant aucun point de vie, il est détruit la première fois qu'il prend des dégâts. Et mon cavalier foudroyant est détruit également. Ok, allez, c'est au tour du joueur humain. Donc nous, 2 petites essences supplémentaires. Qu'avons-nous là? Donc la sangsue fumante est pas mal. Elle permet en plus à l'adversaire de se défausser d'une carte. Ça peut être intéressant puisque bon, je ne l'ai pas dit pendant la présentation, mais si jamais l'IA n'a plus de cartes dans sa pioche, au moment où il doit poser des acolytes, à ce moment-là il perd. On considère par exemple qu'il va perdre par épuisement. Mais bon, jusque-là, c'est jamais arrivé. J'arrive même pas à la moitié de sa pioche, donc ça paraît délicat pour obtenir cette condition de victoire. Mais bon, sachez qu'elle existe. Alors, est-ce qu'on a du zèle? On n'a toujours pas de zèle, malheureusement. C'est la 2e fois qu'on a la possibilité de détruire un node et qu'on n'a aucune unité avec du zèle. Ok. Et donc cette unité, bien sûr, s'est activée à la fin du tour de l'IA. Là, ce serait bien de ce côté-là que je mette quand même une unité attaquante, puisque le combat peut durer très longtemps, hein, comme ça. Ok, mon Phéius encaisse les dégâts, mais ça ne va pas me faire détruire le node pour autant. Je crois que je vais mettre... celui-ci est intéressant. Piocher une carte.
Allez, pour une essence, je vais mettre cette unité. Donc, mon recruteur de la nuée, qui a des stats plutôt sympas. Je vais le mettre en attaque, puisqu'il faut absolument que je détruise les nodes. Puis écoutez, je crois que je vais jouer grâce aux sangsues. Je vais en mettre un peu partout. Hein. Les sangsues, je vais en mettre une pour une essence ici. Et une autre pour une essence de ce côté-là, je crois. 2 et 3, à moins que j'attaque le construct. Le problème, c'est qu'il va faire venir une unité de ce côté-là. Et si elle a zèle, elle va pouvoir m'attaquer et donc me détruire mon premier sanctuaire. Et ça, j'en ai pas très envie. Je crois que je vais en rester là pour l'instant. Non, vous savez quoi? Je vais mettre cette unité, cet acolyte de ce côté-là. Allez, ma phase d'invocation est terminée. Je n'ai aucune unité active. Donc on passe, il n'y a pas de phase d'attaque, on passe direct en phase de fin de tour. Mes unités sont activées. Je récupère mon essence. Est-ce que je veux la carte du dessus de ma pioche? Oh que oui. Et je refais ma main à 5 cartes. Est-ce que j'ai payé pour tout le monde? Je crois pas, je crois qu'il me manque une essence. Pour la dernière que j'ai mis, j'ai dû en dépenser 3 normalement. C'est sûr, vous allez me dire que si on ne paye pas ces unités, c'est un peu plus facile. Ok, allez, ça, c'est fait. On passe à l'IA. l'IA qui peut mettre une carte en jeu. Qui va nous mettre un autre chasseur moqueur. Qui a fatalité, mais ça ne me gêne pas. De toute façon, sur cette voie, il y a fatalité grâce à l'attribut sur le node. Et s'ensuit la phase d'attaque. Donc là, toujours rien. Les deux, comme d'habitude, ils s'encaissent. Aucun problème. Celui-ci, avec une seule d'attaque, suffit à me détruire mon hymne de Phaius. À cause de sa fatalité. Mais mon hymne de Phaius, avec 3 d'attaque, arrive à détruire l'adversaire. Lorsque un acolyte est détruit, le corrupteur arrive. Et le voilà. Et enfin, il n'y a pas d'attaque de ce côté-là. Fin de tour de l'IA, il active son unité et c'est à nous. On se prend les 2 essences. Alors, qu'est-ce qui va se passer d'intéressant? Ici, les deux vont s'entretuer, mais celui-ci gardera encore un point de vie. Ok. Oh, je peux avoir peut-être quelque chose de bien à faire ce tour-là. Peut-être que oui. Allez, on va voir ça. Peut-être que c'est sûr même. Oh oui, là ça peut être un tour intéressant. Alors, je vais mettre pour 0 en défense l'arrêt à ce niveau-là. Est-ce que je mets celle-ci? Oui. Oui, je vais mettre celle-ci et je vais mettre donc gratuitement et pour une essence, je vais mettre mon gardien vorace sur cet emplacement est déjà actif. Donc là, je suis un peu enquiquiné, mais j'ai une possibilité que je ne dois pas rater. Ouais. Alors tant pis, je vais faire ça. Je vais utiliser ce pouvoir chaîne de rage. Le pouvoir chaîne de rage, qui est gratuit, le rituel, pardon, me permet de détruire mes acolytes pour détruire un acolyte, n'importe lequel. Donc là, je vais choisir un adversaire, tant qu'à faire. Donc je crois que je vais détruire cet acolyte-là, avec chaîne de rage. Alors déjà, lorsqu'il est détruit, mon acolyte, mon adversaire, se défausse d'une carte. C'est pas grand-chose, mais c'est bon à prendre. Deuxième chose, je choisis un acolyte à détruire. Il n'en a qu'un seul. Je vais détruire son chasseur moqueur. Il n'a pas l'attribut voile, je peux le faire, il n'y a pas de problème. Son chasseur est détruit. Et ça me laisse
la voie libre pour mon attaquant. Ok, donc ma phase d'invocation est terminée. Phase d'invocation est terminée, je vais passer en phase d'attaque. Donc là nous avons 2 de santé qui passent au travers la vie de mon adversaire. Mais lui avec 2 plus 1, 3 tokens d'attaque arrive à me détruire ma sangsue fumante. Et mon adversaire se défausse d'une carte supplémentaire. Voie centrale, mon gardien vorace arrive à frapper Veldris le roi oublié, à le blesser, et celui-ci avec 2 d'attaque seulement n'arrive pas à blesser mon gardien. Donc Veldris va être retiré, son dernier token d'attribut va être placé sur la voie centrale, ben, vous voyez il aura été sur les 3 voies cette fois-ci. Et il va être mis de côté. Lorsque ça se passe, tous les constructs ont leur bonus de +1/+1 en attaque et santé qui leur est posé dessus. Et le dernier construct va rentrer en jeu. Ce sera Drejan, le glacier nomade. Allez, on se le met sur la voie centrale avec son petit token de points de vie. Et là, très intéressant, enfin, mon recruteur de la nuée a le champ libre pour aller fracasser le premier noble de l'adversaire. Enfin, je vais laisser la carte sur le champ de bataille pour se rappeler visuellement des 3 voies, même si ça paraît logique, mais bon. Voilà, donc on commence pour la première fois à détruire un des nodes et donc une des 2 conditions de réussite de la partie solo. Mon tour est terminé. Phase de fin de tour. Cette unité revient en jeu, enfin s'active plutôt. Je gagne une ressource. Je peux récupérer une unité, mon premier acolyte dans la défausse, je vais le faire. Et je refais ma main à 5 cartes. Alors, il est interdit d'aller voir sa pioche, bien sûr, hein, mais on peut compter les cartes. Ça nous donne déjà une petite idée. Il ne reste que 4 cartes dans ma pioche. Ok, donc il va falloir gérer ça pour arriver à détruire les 2 notes qui manquent et le corrupteur. Le corrupteur, de toute façon, la prochaine fois qu'on le bat, il est mort. Les 2 nodes n'ont pas de points de vie, mais par contre, les constructs défendent bien. Celui-ci n'a plus de points de vie, c'est intéressant. Et celui-ci, par contre, il vient d'arriver et a 2 vies. Enfin, l'équivalent de 2 destructions avant de sortir du champ de bataille. Ok, quoi qu'il en soit, c'est à l'IA de jouer. Il va donc faire apparaître son premier acolyte qui sera un rugissant des pics. Donc là, on ne tient pas compte des effets, simplement, c'est une unité, hein, du coup, qui aura l'attribut voile. Et il arrive épuisé. Du coup, là, pour le coup, l'IA n'a une seule unité active, Balulan, qui va, comme d'habitude, attaquer Feius, mais rien ne se passe, puisque maintenant, avec ses 2 tokens supplémentaires, il a 4 d'attaque, mais toujours pas assez pour passer au travers Feius. Fin de la phase d'attaque de l'IA, il active toutes ses unités. Et c'est à nous. Nous allons piocher nos 2 essences et voir ce que l'on peut faire. Là, il faut absolument que j'arrive à faire, donc cette fois-ci, 3 points d'attaque pour détruire Balulan. Il me faut 3 points d'attaque ou une unité qui a l'attribut fatalité. Mais j'ai de l'attaque. Le cas échéant, on a de l'attaque. J'ai une petite idée des choses à faire, hein, ça va faire mal, mais bon. J'ai une petite idée. Je vais d'abord placer... alors, est-ce que résolver l'attribut? Oui, j'ai ça. Donc, ce que je fais d'abord, je vais placer pour une essence le précepteur de la furie. Donc, je mets l'essence de côté, qui me permet de résoudre l'attribut dernier mot d'une unité. Allez, focus sur le champ de bataille. Donc toi, je te mets ici. Et l'attribut dernier mot que je vais utiliser, c'est celui de mon champion, qui me permet de faire venir en fait une unité gratuitement sur le champ de bataille. Je vais bien sûr prendre l'unité la plus chère. À savoir, je pense, le chef, non, le catalyseur d'éruption. Voilà. Donc là, ça, je la mets gratuitement. Ensuite, par contre, lorsqu'il arrive en jeu, je dois détruire une de mes unités sur le champ de bataille.
Alors, quelle unité vais-je détruire? Quelle unité vais-je détruire? Je suis presque tenté, malheureusement, de détruire mon gardien vorace. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas assez pour passer au travers le construct. Voilà, je vais juste perdre du temps. Ah, mais le construct va attaquer ici de toute façon. Oui, mais si. Je vais détruire celui-ci, le gardien vorace. Et pour 2 tokens, 2 essences, pardon, je vais faire venir ma chef sans merci. Voilà, fin de ma phase de déploiement. Phase d'attaque. Phase d'attaque, j'ai cette unité qui affronte celle-ci, les deux s'entretuent. Lorsque cette unité est détruite, je peux piocher une carte. Donc là, ça ne m'arrange pas pour le coup, je dois bien avouer. Parce que j'écoule mon deck un peu plus, mais bon, c'est le jeu. Et cette unité-là est détruite. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'un acolyte est détruit? Le corrupteur arrive, mais cette fois-ci, c'est la dernière fois, et il n'a plus de points de vie, et il est plutôt faible. Donc ça devrait être jouable. Ok. Alors, fin de tour. Déjà, j'active tout le monde. J'active tout le monde. Je récupère mon essence. Je peux, si je veux récupérer le dernier acolyte, oh que oui, je le veux. Là, je ne calcule même pas, je garde tout mon deck de toute façon. Il faut que je limite l'écoulement de ma pioche. Et je récupère une autre carte. Allez, on verra ça tout à l'heure. On passe au tour de l'IA. Et mince, qui ne peut pas faire venir d'acolyte. Et je détruis une de mes cartes. Phase d'attaque. Phase d'attaque. Allez, Baludan, encore une fois, n'arrive pas à passer au travers Phéius. Drejan. Ah, je dis une bêtise. Je dis une bêtise. Puisque Baludan a 2 d'attaque de base, 2 grâce au token de boost de Veldris, mais il a aussi plus 1 en attribut sur le node. Donc avec 5 d'attaque, il a assez pour me détruire Phéius. Lorsqu'il est détruit, je peux déployer un acolyte depuis ma main. Alors, est-ce que je vais faire ça? Oh que oui, je vais faire ça. Je vais déployer, je pense, celle-ci gratuitement, ça peut être intéressant. Deuxième voie d'attaque, Drejan avec un 3-3 m'explose mon cavalier foudroyant, mais celui-ci, grâce à fatalité, arrive à retirer le premier point de vie de Drejan. Enfin, Veldris avec 2-2 a assez pour me détruire mon précepteur de la furie, mais celui-ci achève avec ses 2 de santé et 2 d'attaque. Achève Veldris. Donc la première condition de victoire, détruire Veldris, est réussie. Donc là, Veldris est retiré complètement du jeu. Par contre, il donne de nouveau un boost en partant à chacun des constructs. Et ça peut faire mal. Fin de la phase d'attaque. Pas de phase de fin de tour puisque ces unités sont activées. Ou plutôt non, on est toujours sur la phase d'attaque du joueur. Donc non, c'est la phase de fin de tour justement. J'active mes unités. J'active mes unités. Non, c'était bien au joueur IA de jouer. Celle-ci était venue plus tard. Donc c'est au joueur IA. Là, c'est à nous de continuer. C'est à nous de continuer. Oh, je me suis embrouillé. Je regarde ça, mais... Non, c'était bien l'IA de jouer. C'était bien l'IA. Donc il a terminé son tour, là c'est à nous. Allez. On récupère. C'est la partie avec le corrupteur qui est assez déstabilisante. Comme il joue, en fait, pendant notre tour, on a tendance un peu à se paumer. Moi, je conseillerais par exemple d'avoir un petit token pour identifier le joueur actif, qui peut être pas mal, le déplacer d'un tapis à l'autre, pour se souvenir de qui est en train de jouer. Ça peut être pas mal. Des fois, c'est vrai que j'ai une petite hésitation dans ce cas-là. Donc là, c'est lui qui a terminé son tour.
Et c'est à nous de jouer. Donc on récupère les essences. Et on va pouvoir essayer de survivre et de détruire les 2 derniers nodes qui nous restent. De la nuée, sensu. Donc pour 4 et 4, je crois que pour 2, je vais mettre le corrupteur déchaîné, qui grâce à fatalité peut affronter n'importe quel adversaire. Je vais le mettre en défense. Ah mince, pour 2, comme ça. Et je vais mettre une autre unité en défense, de l'autre côté, au cas où. Je vous rappelle que si jamais un de nos adversaires a une unité qui attaque un de nos sanctuaires, mais qu'il n'y a plus de sanctuaire, comme là c'est le cas actuellement par exemple, l'adversaire perd une carte, défausse une carte. Voilà. Moi, j'ai terminé ma phase de déploiement. On passe donc en phase d'attaque. Là, nous avons 4 contre 4. Mon catalyseur est détruit. Par contre, avec ces 4 d'attaque, il arrive à passer au travers des 4 santé du construct et à l'achever. Enfin. Sur la voie centrale, nous avons malheureusement, grâce à l'attribut, au petit token qu'a donné le corrupteur sur ce construct, nous n'arrivons malheureusement pas à l'achever, mais ma chef sans merci, elle est détruite. Lorsqu'elle est détruite, je peux détruire un acolyte, mais il n'y en a pas sur le champ de bataille. Par contre, c'est bien indiqué détruisez un acolyte. Donc je vais être obligé de le faire. Donc je vais devoir défausser. Je vais choisir celui-ci par exemple. Et lorsque je le défausse, lorsque je détruis, mon adversaire se défausse d'une carte. Ça, c'est fait. Et voilà, phase de fin de tour. On active tout le monde. Je génère ma ressource. Je peux récupérer une carte de ma défausse, c'est ce que je fais. Et c'est le tour de l'IA. Première acolyte qui va nous tirer le murmure des pics. Hop là, déjà première chose que j'oublie, refaire ma main. Donc là, je ne peux tirer qu'une carte, aucun souci. Le murmure des pics, donc il n'a rien de particulier, il va se mettre en première position. Par contre, celui-ci est plus gênant puisqu'il a l'attribut zèle. Il arrive actif. Phase d'attaque de l'IA. Voie centrale, avec 4 d'attaque, il m'explose mon coureur déchaîné, mais celui-ci a fatalité. Donc il arrive sans problème à achever le construct en face de lui. Nous avons donc tous les constructs qui ont été détruits. Donc tous les super unités ne seront plus en jeu. C'est déjà une bonne nouvelle. Enfin, le chaman résolu, avec ses 2 d'attaque, arrive à me détruire mon premier sanctuaire. Et ça, c'est pas du tout une bonne nouvelle. C'était le sanctuaire qui me donnait une ressource chaque tour. Bon, on a pas mal de ressources, mais malgré tout. Phase de fin de tour, l'IA active ses unités. C'est à nous. Et là, le petit problème, une fois les ressources récupérées, on peut constater qu'on n'a plus aucune carte dans la pioche. On doit donc détruire un de nos sanctuaires. Mais je vais détruire celui qui est le plus susceptible de partir en premier. Est-ce que je fais ça? Puisque par contre... Non, je vais garder celui-ci bizarrement. Puisque en fait j'ai plus besoin de ce pouvoir-là que de celui-ci. Maintenant la main de 5 cartes ça m'intéresse plus. Mais tous les tours pouvoir récupérer un acolyte de la défausse me paraît vraiment vital. Donc je vais choisir de détruire celui-ci. Oui, remarque, je dis ça, mais de toute façon, il faut que je gagne en un tour. Puisque le tour d'après, je devrais de nouveau détruire un sanctuaire. Et donc il y aura un petit problème. Alors, quoi qu'il en soit, est-ce que j'ai une unité avec zèle? Non. Donc voilà, déjà la partie est terminée. Ce que je peux, en faisant les choses bien... Ah non, même pas. Grâce à cette carte-là, j'aurais pu détruire un acolyte, par exemple celui-ci, et l'attaquer directement, mais j'ai aucune unité en attaque. Donc voilà qui va être très 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 fâcheux. Ah,
Eh oui, là malheureusement il n'y a pas de solution. Allez, je vais placer des cartes pour le fun. Nous allons placer pour une ressource, une essence, celui-ci là-bas, qui de toute façon pourrait encaisser l'attaque et le détruire. Oui, mais est-ce que c'est intéressant? Là, ça aurait été aussi bien. Et nous allons mettre pour une essence, celui-ci ici. Fin de mon tour. Fin de la phase d'invocation. Phase d'attaque, il n'y en a pas. Fin de tour, les unités qui étaient épuisées deviennent actives. Je génère une ressource. Je peux gagner le premier acolyte de ma défausse, ce que je fais. Je peux refaire, enfin je dois refaire ma main à 5, mais là je ne peux plus par contre, mais il n'y a pas de souci. Et s'ensuit la phase de l'IA. Alors l'IA nous fait un nouveau chaman résolu, bien sûr, qui arrive avec zèle, actif, voilà. Pas tant qu'à faire. Il va passer en phase d'attaque. Donc son 2-1 n'arrive pas à passer au travers le 3-2 de ma chef sans merci. Donc moi avec 3 d'attaque, j'arrive à le détruire, mais lui avec... Ah si, c'est 2 d'attaque, il me passe au travers également. Donc celui-ci est détruit. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque ma chef sans merci est détruite, je peux détruire un acolyte. Pas mal. Donc pourquoi pas détruire celui-ci? C'est un peu dommage puisque le tour d'après, cette unité aurait pu attaquer. Et celle-ci également. C'est comme ça. Celle-ci donc détruite. Lui m'attaque. Je n'ai plus de sanctuaire. Donc dans ce cas-là, je dois perdre la première carte de ma pioche. Je n'ai plus de pioche, donc rien de spécial. Là, on arrive à la phase du joueur. Et malheureusement, en début de tour, je n'ai plus aucune carte dans ma pioche. Je dois donc détruire un de mes sanctuaires. Je vais détruire le dernier qu'il me reste. Et la partie est perdue. Dommage, vous voyez, parce que là, un tour de plus, et les nodes adverses sautaient. Et on remportait la partie sans même poser des cartes. Voilà. Bon, c'était la présentation de la partie solo de Sanctuary. Alors oui, c'est pas évident d'expliquer les règles, de suivre la caméra et de jouer, de réfléchir en même temps. Donc j'ai dû faire 2-3 oublis, 2-3 erreurs par-ci par-là. Ne m'en veuillez pas. Si j'ai l'occasion, j'essaierai de refaire une autre vidéo plus propre, peut-être cette fois-ci. Mais bon, l'idée principale, c'était de vous montrer comment fonctionne le jeu, comment ça tourne. Voilà, pour avoir un petit avis, un petit aperçu. Alors moi, ce que je pense de la partie solo du jeu, c'est intéressant, puisque du coup, déjà j'aime bien le fait que ça soit très vite mis en place. Hein, je vous dis, lorsqu'on connaît le jeu, en 2 minutes même pas, c'est fait, et la partie est lancée. Sans explication, je pense qu'en pareil, 25-30 minutes, le combat est terminé, et encore si on arrive à tenir, puisque des fois ça peut aller beaucoup plus vite. Et voilà, il y a des sensations pas mal niveau joueur, ça se rapproche assez des sensations contre un adversaire humain par rapport à notre main, par rapport à notre faction. On va utiliser forcément les effets et sanctuaires de nos factions, donc ça se rapproche pas mal. Mais il faut voir ça vraiment plus comme un puzzle. C'est pas un jeu à part entière, mais c'est quand même différent. Par exemple, là j'ai joué contre les Molran sur cette partie, mais on n'a aucun effet lié au Molran. Donc tout ce qui est renfort grâce au flanc, des unités qui se renforcent quand elles sont côte à côte, tout ça on l'a pas. Si on jouait à l'inverse contre la faction Crasse, tous les effets qui permettent de détruire leurs unités pour se booster, on l'aurait pas non plus en face. On va jouer certes avec un deck de faction différent, mais seulement les stats des acolytes vont compter. Donc en fait, il y aura une petite différence entre chaque deck, mais qui sera assez minime au final, puisque la structure du jeu, le puzzle sera lui assez identique. Le plus important, c'est la gestion du corrupteur, savoir quand il part, quand il arrive, et surtout quand il repart, les bonus qu'il va donner aux unités, etc. C'est plus ce petit casse-tête à résoudre. Pour l'instant, je me suis pas assez mis dedans pour pouvoir le cibler, mais je pense qu'à terme, on finit par connaître un petit peu l'astuce. Et donc voilà, ce que j'en pense, c'est que c'est un bon petit casse-tête, mais je le prendrai pas vraiment pour jouer que en solo, puisque c'est vraiment des sensations au final quand même
assez différente. On n'a pas la sensation de gérer la faction voilà, comme contre un autre joueur. Donc il y a quand même une distinction. Surtout notre adversaire en face. Nous, on le joue plus ou moins normalement, mais notre adversaire en face, non. Il sera toujours quasiment identique. Donc voilà, ça c'est un petit truc à prendre en compte. Mais après, si vous voulez tester un peu votre deck et puis essayer de réussir ce casse-tête, et pourquoi pas dans des challenges plus importants, normal, difficile, ça peut être vraiment pas mal. Et c'est toujours un petit bonus de toute façon d'avoir ça dans un jeu, de ce genre, puisque je n'ai pas trop souvenir que dans des jeux type Magic, on ait une version IA. Donc c'est sympa de l'avoir fait. Et voilà. Donc voilà, je suis content de vous avoir présenté cette vidéo. Encore une fois, excusez des petits bafouillages, problèmes techniques, oubli sûrement, parce que là je finis quand même avec pas mal d'essence, hein. J'ai dû oublier de payer pas mal d'unités. Donc voilà, et ça ne va pas empêcher de perdre, hein, vous voyez. Donc voilà, j'ai dû oublier des petites choses à droite à gauche. Petit conseil, donc oui, j'ai eu pareil un petit bafouillage au milieu du jeu sur sur la fin de jeu, à qui était le tour en fait, puisque comme vous l'avez vu, le corrupteur peut nous bloquer au milieu de notre tour pour faire un petit switch avec les constructs et booster les unités autour. Donc là on peut facilement s'embrouiller. Donc n'hésitez pas à mettre un petit token de joueur pour savoir qui est le joueur actif. Et voilà, et sinon encore une fois c'était un jeu que je trouve très bon, surtout en joueur contre joueur, hein. C'est un jeu que je trouve très bon, que je recommande énormément. Et je suis de près Tabula Games, que j'aime beaucoup. Il y a par exemple leur jeu Barbarians, The Invasion, que j'adore, qui est aussi très 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 bon en solo. Je pourrais peut-être à l'occasion vous le présenter aussi, puisqu'il n'y a pas beaucoup de vidéos dessus en français. Et j'attends aussi plusieurs jeux de Légion Distribution, ceux qui donc traduisent et francisent le jeu. Ils ont déjà pas mal de jeux intéressants dans leur bibliothèque, comme dans leur ludothèque plutôt, comme Astrea par exemple, Core Space, les Sky Tier, God Tier et autres. Je sais qu'il y a, j'ai cru comprendre que le Deep Madness allait arriver en français grâce à eux également, qui est un très bon dungeon crawler typé horreur, qui paraît vraiment sympa. Et moi j'attends très prochainement, d'ici quelques semaines, l'arrivée de Twisted Fables, qui sera aussi un jeu d'affrontement en 1 contre 1, avec dans l'esprit contes et légendes, type Alice au pays des merveilles, le petit chaperon rouge, etc. Mais dans un univers un peu utopique ou plutôt dystopique, avec je crois qu'il y a un chaperon rouge qui est cyborg, quelque chose comme ça, ou Blanche-Neige et cette fois-ci est une empoisonneuse. J'aime beaucoup le concept, les artworks sont assez fantastiques, et là on verra nos unités s'affronter donc sur une piste, un petit peu jeu de combat 2D comme les Street Fighter d'autrefois, etc. Donc sur une piste avec différents emplacements et des cartes à jouer, ça paraît vraiment pas mal. Il y a un esprit en plus deck building dedans qui m'intéresse beaucoup. Et voilà, donc je vous dis au cas où, si jamais ça peut vous intéresser. Suivez aussi l'actualité de Légion Distribution qui sont très très bons. Et voilà, donc voilà, pour revenir à Sanctuary, très bon jeu que je conseille encore une fois. Pas essentiellement pour la partie solo, mais c'est un petit bonus non négligeable. Et voilà, je suis content de vous avoir fait cette partie. J'espère que ça vous a plu. Et puis je vous dis à bientôt sur la chaîne. Allez, bye bye!